Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. La Mutualité française présente. Et la santé, ça va? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Et la santé, ça va? Émission dédiée à ce qui nous est le plus cher, la santé bien sûr, même si deux chiffres qui viennent nous saper le moral. 9 millions de Français vivent aujourd'hui dans ce qu'on appelle un désert médical et vous avez même 6 millions de Français qui n'ont pas de médecins traitants. Alors question, comment faire pour que chacun d'entre nous ait accès aux soins et ce, quel que soit l'endroit où il habite en France? Et puis ne faudrait-il pas contraindre les médecins à s'installer dans les déserts médicaux? On en parle tout de suite avec nos invités. Corinne Imbert, bonjour, vous êtes sénatrice LR de Charente-Maritime, vous êtes rapporteuse de la proposition de loi du Sénat sur la lutte contre les déserts médicaux et vous êtes vous-même pharmacienne de profession. Martial Jardel, vous êtes jeune médecin, vous êtes installé en Haute-Vienne dans un petit village, le Dorat, et vous êtes fondateur de l'association Médecins Solidaires qui assure des vacations dans les déserts médicaux et votre initiative a inspiré le Sénat, mais aussi le gouvernement, vous nous en parlerez. D'abord, Corinne Imbert, vous qui êtes sénatrice élue de la République, je voudrais qu'on regarde cette carte qui montre plus c'est foncé, moins les Français ont accès à un médecin traitant. Ça veut dire quoi, Corinne Imbert? Ça veut dire qu'en matière de soins, eh ben, on n'est pas tous égaux. Il y a des Français pour qui obtenir un rendez-vous chez le médecin, c'est très très compliqué et ça crée de la rancœur, du ressentiment chez une bonne partie de nos concitoyens. Bonjour. Effectivement, c'est éclairant. Alors, ça serait à analyser d'un peu plus près, mais on voit bien qu'il y a des fractures territoriales et que l'accès aux soins, eh ben, il n'est pas le même pour tous nos concitoyens, alors que chaque Français devrait pouvoir... Cotise, oui, bien sûr, à travers ses salaires ou ses indemnités ou autres, mais cotise, contribue à financer ce qu'est la sécurité sociale qui vient de fêter ses 80 ans. Et pour autant, on voit très clairement qu'il y a des fractures territoriales, donc c'est un sentiment d'inéquité flagrant, voilà, et injuste. Martial Jardel, concrètement, on voit une carte, mais ça veut dire qu'il y a des zones à éviter en France, les territoires ruraux, peut-être les villes moyennes, peut-être aussi les banlieues, les agglomérations, les banlieues des grandes villes, la région parisienne notamment? En tout cas, si vous demandez aux maires des communes qui n'ont plus de médecins, ils vous disent qu'effectivement, les habitants les évitent et qu'un maire qui perd son médecin perd sa capacité... Perd ses habitants par la suite. Perd ses habitants qui ne viennent plus s'installer parce que s'il n'y a pas de médecin, on ne va pas venir passer sa retraite dans ce village ou on ne va pas venir installer sa famille dans ce village. C'est la préoccupation numéro 1 d'une famille qui veut prendre soin d'elle, d'un couple qui réfléchit au futur de ses enfants. S'il n'y a pas d'accès aux soins, c'est même pas la peine. Donc vous, concrètement, dans votre village, petit village de Haute-Vienne, les habitants vous sont infiniment reconnaissants de continuer à exercer. C'est le Dorat, on va dire. Donc c'est un village qui gagne des habitants en partie grâce à vous? Oui, alors qui gagne des habitants, on aimerait bien, mais en tout cas qui n'en perd pas. Et ils sont infiniment reconnaissants, surtout sur ceux qui, avant moi, ont monté une maison de santé pour garder de l'attractivité. Et aujourd'hui, on est 4 médecins dans un village du nord de la Haute-Vienne, ce qui fait beaucoup de jaloux autour, mais parce qu'il y a des gens qui ont su anticiper. Alors, il y a la médecine générale et puis il y a les spécialistes. Alors là, c'est encore pire. Je vous donne quelques chiffres. Cardiologue, si vous habitez les Deux-Sèvres, la Sarthe, les Vosges, 3 mois d'attente minimum. C'est la même chose quand pour les ophtalmos, plus de 3 mois d'attente dans le Gers, par exemple. Pédiatre, si on habite, je sais pas, la Savoie, les Côtes-d'Armor, plus d'1 mois d'attente. Concrètement, ne pas avoir accès à des spécialistes, Corinne Imbert, ça veut dire des diagnostics tardifs, voire trop tardif, je sais pas, je pense à ces grains de beauté cancéreux, si on ne les détecte pas à temps, évidemment que ça tourne mal, évidemment que ça suscite de la colère. Mais par rapport à la question précédente, on a bien compris que c'est un enjeu d'aménagement du territoire et un enjeu sanitaire. Et ça répond à la deuxième question, parce qu'effectivement, si vous n'avez pas de médecin traitant, s'il n'y a pas une prise en charge suffisamment précoce, c'est des retards de diagnostic, dans certaines pathologies, effectivement, une moindre chance, des pertes de chance pour les patients. Et puis des coûts plus importants
pour la sécurité sociale et l'assurance maladie. Donc on voit bien que c'est, j'allais dire, presque perdant-perdant. Et la question de est-ce qu'il y a un médecin ou pas de médecin, on fait la promotion de dépistage, mais quand vous n'avez pas de mammographe, quand vous n'avez pas de manipulateur radio pour l'utiliser, qu'est-ce que vous faites? On ne peut pas reprocher après aux femmes de ne pas participer assez au dépistage. Je pense notamment, puisque nous sommes au mois d'octobre, à Octobre Rose. Juste, Martial Jardel, il y a certains de vos patients, vous vous dites, bah, tiens, je sers à quelque chose, parce que ça, elle aurait laissé traîner, ça aurait été dépisté dans 2 ou 3 mois, c'était beaucoup plus grave. Oui. Ah ben, vous savez, c'est des centaines de milliers de patients aujourd'hui qui n'iront jamais manifester dans les rues, qu'on verra jamais sur les chaînes d'infos en continu, parce qu'ils n'ont pas forcément ce ressort social d'être mobilisés, mais qui sont aujourd'hui en train de mourir. Au sens le plus strict du terme, c'est pas pour faire des effets d'annonce, mais il y a des gens, des centaines de milliers de gens qui n'ont plus de traitement. Nous, quand on a ouvert des centres médecins solidaires, on a vu des gens revenir qui étaient diabétiques et qui n'avaient plus de traitement depuis 2-3 ans. Justement, je vous propose de regarder ce reportage. Nous sommes allés dans le Lot-et-Garonne pour voir ce que veut dire concrètement que de vivre dans un désert médical. Vous allez voir une dame qui fait de l'hypertension et qui se lamente de ne pas avoir accès tout bêtement à un médecin généraliste comme vous, docteur. On regarde ce reportage. Beauville, 550 habitants, à une trentaine de kilomètres d'Agen. Sa place, son église, ses jolies maisons à colombages et son absence de généraliste. C'est dans ce village du Lot-et-Garonne que vit Liliane Lalaurie depuis 15 ans. Ancienne infirmière, elle a passé sa vie à soigner les autres. À 78 ans, elle souffre d'hypertension et n'a plus de médecin depuis 3 ans. J'ai vu tous les médecins partir à la retraite, les uns après les autres. Donc maintenant, désert médical. Ainsi, je fais une grosse crise d'hypertension. J'ai pas de médecin à qui m'adresser pour savoir que faire. Je n'ai la solution que d'aller aux urgences. Le Lot-et-Garonne est le 2e département de la région Nouvelle-Aquitaine qui souffre le plus de déserts médicaux. Et pour les spécialistes, c'est encore pire. 6 mois d'attente pour Liliane. J'ai eu plus de facilité à trouver un dermatologue pour mon chien que pour les humains. Il faut aller loin pour pouvoir en consulter un. Patrick Roux, 54 ans, est maire de Beauville. Il est en première ligne face à ses administrés. Et quand on lui parle d'absence de médecin, cela le touche particulièrement, car il connaît les difficultés de la ruralité. Il est encore très marqué par l'histoire tragique d'un des Beauvillois. Qui n'a pas consulté parce que pas de permis de conduire. On est à 25 km d'Agen. Juste un scooter, donc il a traîné. Il avait mal, mais il a traîné, et quand il a consulté, les médecins l'ont envoyé directement en soins palliatifs. Voilà, donc 49 ans. Une gamine de 14 ans à charge et il est décédé 1 mois après. Donc je sais exactement ce qui se passe quand on n'a pas de médecin traitant et ça fait que régulièrement des administrés viennent vous voir en disant « Alors, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que tu fais ?» Ça retombe sur le dos des élus locaux. Patrick Roux a contacté plusieurs généralistes. Il a même tenté de faire venir un médecin de Côte d'Ivoire. Mais il s'est toujours heurté aux pesanteurs administratives. On est parfois des sous-citoyens sur l'accès aux loisirs, sur l'accès aux services. Ça, c'est inhérent à notre position géographique, on s'en accommode. Mais l'être, par le fait des manquements de l'État, c'est très, très agaçant. On paye des impôts comme tout le monde. On a du mal à comprendre que personne n'ait réagi depuis tout ce temps pour essayer de pallier ce manque. Corinne Imbert, vous en recevez, vous, certaines de vos administrés qui, comme Madame Laraudy disait, j'ai trouvé plus facilement un dermatologue, ça fait rire, mais c'est tragique, pour mon chien que pour moi-même. Oui, mais c'est effectivement des gens, ce profil de patients qu'on rencontre et les patients se désespèrent. Nous, je pense qu'en tant qu'élus, on n'a pas le droit de se résigner sur ce sujet-là. C'est pour ça que je continue à travailler sur ce sujet d'accès aux soins. Vous évoquez les travaux législatifs, parce que chaque Français doit pouvoir avoir accès à un médecin. Martial Jardel, je vous pose la question parce que je sais que vous êtes issu d'une famille de médecins de famille, que vos parents exerçaient dans les villages. On a vu la dame dire «
je les ai vus partir les uns après les autres. Ça s'est aggravé, cet accès à un médecin qu'on appelait autrefois le médecin de famille. Oui, et puis ce qui est vrai dans ce que vous dites, je rebondis, souvent le facteur majeur d'installation d'un jeune professionnel, c'est quand il est issu du territoire. Il y a cet attachement, ce rationnel affectif de gens. Moi, c'est mon cas. C'est votre cas. Votre père était médecin généraliste, médecin de famille, comme on les appelait autrefois. On les appelle toujours comme ça. Médecin de famille. Médecin de famille, médecin de campagne. Dans le même village. Dans le même village, parce que pour moi, qui est un militant des déserts médicaux, pour lutter contre cette inégalité, il fallait à tout prix que je mouille la chemise. Et s'il y avait un endroit où je devais mouiller la chemise, c'était là. Martial Jardel, vous dites, sauf que pour faire vos études, vous avez dû aller, je sais pas, à Poitiers ou à La Rochelle ou à Paris. Après, on fait sa vie dans les grandes villes et on y reste. On n'a pas envie de revenir dans son village d'enfance. Est-ce que c'est l'une des causes d'ailleurs de la difficulté que dans les zones rurales, on perd des médecins? Oui, mais on n'a pas envie, mais on peut avoir envie. Mais en fait, on a des territoires, regardez le Lot-et-Garonne, mais pour avoir installé un centre de santé médecins solidaires récemment dans le Lot-et-Garonne, un département qui est extraordinaire, le Lot-et-Garonne, mais qui est d'une attractivité folle. Pourquoi les médecins ne veulent pas s'installer dans le Lot-et-Garonne? Parce qu'on n'a peut-être pas envie d'être dérangé H24 le week-end par ces patients qui sont de plus en plus âgés et qui vous téléphonent de plus en plus et d'être corvéables à Bercy? Je ne crois pas qu'on puisse dire que les gens n'ont pas envie, que les médecins n'ont pas envie d'aller s'installer dans le Lot-et-Garonne. Ils n'ont pas d'éléments rationnels qui les incitent à s'installer plus dans le Lot-et-Garonne que dans un territoire plus facile pour eux. Corinne Imbert, l'une des solutions, on l'a vu de ce maire, c'est d'essayer de faire venir un médecin de Côte d'Ivoire. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement qu'on ne forme pas assez de médecins en France? Enfin, alors ça a été organisé, ça, racontez-nous. C'est le fameux numerus clausus, on s'est dit, tiens, pour dépenser moins auprès de la sécurité sociale, on va réduire le nombre de médecins, comme ça il y aura moins de prescriptions médicales et nos finances ne s'en porteront que mieux. Ça aurait été génial, ça voudrait dire que parce qu'il y a moins de médecins, on est moins malade. Après tout. Sauf que c'est pas la vraie vie. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé, donc ça a été une faute. Sauf qu'on l'a rouvert, le numerus clausus, là. Oui, on a rouvert. D'un autre côté, et c'est normal, on est attaché à la qualité de la formation, bien évidemment, et à la qualité des professionnels qui seront diplômés, et on ne l'a pas ouvert assez. Il y a eu le numerus clausus qui a été supprimé, on a eu un numerus apertus. Alors c'est quoi? C'est 10 000 médecins par an aujourd'hui qu'on attend à l'horizon 2030 en supplémentaire. Est-ce qu'ils ne sont pas justement à l'école et on va les voir arriver? On va les voir arriver. La formation d'un médecin généraliste, c'est 10 ans. Ouais. Donc on voit bien qu'entre la décision et puis la sortie de la faculté de médecine, il faut du temps. Donc il fallait aussi des mesures plus rapides, avec un résultat plus concret. D'où ce qui a attristé les internes en médecine générale, mais cette 4e année d'internat de médecine générale qui a été créée, on verra ces fameux docteurs juniors en médecine générale arriver dans les territoires, à peu près une 30 à 35 par département, à partir du 1er novembre 2026. Ça, c'est quelque chose qui a été... Bon. Il y a une volonté politique avec un effet rapide. On ne peut pas faire moins que 3 ans, hein, pour voir arriver des gens qui seront qui seront à la fin de leurs études, qui seront pour une année de professionnalisation et qui viendront aider leurs confrères et qui donc offriront des plages de consultation en plus. Il y a toujours autant de malades. Est-ce qu'il n'y en a pas plus d'ailleurs avec le vieillissement de la population? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'avait pas calculé? Pas anticipé. La démographie, on la connaît depuis longtemps. Hein. Donc on a une augmentation de la population, un vieillissement de la population et une augmentation des maladies chroniques auxquelles faisait référence Martial Jardel tout à l'heure. Donc bien évidemment. Et on veut en même temps des mesures de prévention, mais il faut qu'elles soient impulsées. J'ai la question qui fâche maintenant. Martial Jardel, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Faut-il contraindre les généralistes à s'implanter dans ces déserts médicaux? Après tout, les enseignants, on les contraint à aller là où il y a des élèves. Est-ce que les médecins, qui sont payés par de l'argent public, il ne faudrait pas les contraindre à aller là où il y a des patients? Alors, c'est pas une question qui fâche les médecins, c'est une question qui, moi, me fâche parce que on embolise le débat public avec ce sujet-là. La vérité, c'est que si on le fait, demain, Madame la sénatrice arrive à le faire, mais elle ne le souhaite pas, mais si elle le fait, est-ce que la situation est résolue? Non. Parce qu'il n'y a pas assez de médecins, vous le disiez, 87% du territoire est en désert médical. Donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'on embolise le débat public avec des solutions qui ne vont pas fonctionner. Sortons
de ces espèces de dogmes et allons vers l'innovation organisationnelle. Bon. Corinne Imbert, les pharmaciens, vous êtes vous-même pharmacienne, on ne leur demande pas leur avis, on les envoie là où il y a des médecins, là où il y a des patients. Enfin, il y a de la contrainte pour les pharmaciens. Il y a une régulation de l'installation. Voilà. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour les médecins, réguler un petit peu et dire c'est pas open bar? Je ne connais pas un pharmacien qui ne s'est pas installé là où il le souhaitait. La seule chose, c'est qu'il s'installe avec une autorisation de l'Agence régionale de santé. Mais tous les pharmaciens qui se sont installés ont choisi leur lieu d'installation, avec les règles connues depuis bien longtemps. Ce qui différencie, moi je suis complètement en phase avec Martial. Ma famille politique, les Républicains, nous soutenons la médecine libérale, nous continuons à défendre la liberté d'installation. Dans le texte que j'ai défendu, on demande simplement d'aller mettre un petit coup de pouce là où il y a des besoins, dans l'esprit de médecin solidaire. Mais il y a quelque chose qui différencie le médecin et le pharmacien. Vous connaissez un pharmacien qui n'est pas conventionné avec l'assurance maladie? Vous connaissez une infirmière, un chirurgien dentiste non conventionné? Le médecin généraliste, s'il veut ne plus être conventionné, il peut le faire demain. C'est-à-dire qu'il n'est plus remboursé par la sécurité sociale. Sa consultation ne sera plus remboursée. Alors, dites donc, pour les Français qui payent des cotisations, ils vont chez le médecin, il faut qu'ils payent et ils ne sont pas remboursés. C'est ça que ça veut dire ne pas être conventionné? Ça veut dire ça. Ça veut dire que j'ai plus de compte à rendre. Ça veut dire que pour ces revenus... Ça, vous croyez que ça va marcher, ça, ça peut... On a déjà des médecins. Il y a un marché? Oui, et puis vous verrez demain. Regardez ce que proposent les assurances complémentaires aujourd'hui. Vous pouvez aller chez l'ostéopathe. Consultation non remboursée par l'assurance maladie. Votre contrat complémentaire peut vous proposer une prise en charge, moyennant évidemment cotisation. Idem chez d'autres praticiens. Pourquoi demain les assurances complémentaires ne contourneraient pas le système en proposant une prise en charge, je veux dire n'importe quoi, 150 € par an chez un médecin généraliste? Ça veut dire 3 consultations. Et on perdra du temps médical. D'accord. Madame la sénatrice, il n'empêche, il manque de médecins dans les zones rurales notamment. Que pensez-vous de cette initiative allemande? En Allemagne, ils ont instauré dans les facultés de médecine des quotas ruraux. C'est-à-dire que vous avez 10% des places qui sont accordées à des étudiants qui s'engagent plus tard à exercer en zone rurale. Est-ce que ça ne serait pas une piste pour permettre à chacun des Français, où qu'il habite, d'avoir accès à un médecin? On a déjà ça avec des conventions. Les conventions, quand les étudiants sont internes, même pas internes, dès le début dès la 2e année de leurs études de médecine, ils peuvent conventionner pour bénéficier d'une bourse et en contrepartie aller s'installer à la fin. Il y a des avantages. Il y a des avantages. Certains départements, comme la Charente-Maritime, le font dans le cadre de leur plan santé. Donc, on a des incitations comme ça qui existent et ça marche. Ça marche peut-être pas assez parce qu'il y a aussi en même temps des médecins qui partent en retraite, mais ça marche. Ça marche. Et donc, il faut continuer. Mais moi, vraiment, je suis attachée à la liberté d'installation avec, oui, faciliter peut-être le fonctionnement d'un cabinet secondaire, donner une petite impulsion sans que ça soit contraignant, de la souplesse et faciliter le remplacement d'un médecin généraliste qui va faire une mission de santé publique. Pas de contrainte. On l'a compris. En tout cas, j'y suis pas favorable. Martial Jardel, j'aimerais que vous nous parliez de votre initiative qui se base sur le volontariat. Ce sont les médecins solidaires. Alors, c'est quoi exactement? L'idée de médecins solidaires, c'est la conviction que les médecins ont une volonté de contribuer qui est existante, mais qu'il suffit de leur donner le bon véhicule pour qu'ils aient envie et qu'ils puissent contribuer facilement. Donc, on leur dit, au lieu de demander beaucoup à peu, on peut demander peu à beaucoup. Et donc, on propose à des médecins de venir une semaine par an ou plus, comme ils veulent, dans un centre de santé où on s'occupe de tout. Dans leur village d'enfance, un peu comme... Oui, mais pas forcément. Enfin, vraiment, une semaine où vous voulez, dans n'importe quel de nos centres de santé. Par contre, on crée les conditions... bien sûr, un territoire sinistré où on rétablit une présence médicale, mais où vous allez vous relayer et vous allez faire que de la médecine. Et on va prendre soin de vous. On ne va pas vous tordre le bras, on va vous écouter. Vous voyez, c'est pas pareil comme approche. Et on a aujourd'hui 9 centres de santé ouverts, 870 médecins volontaires, et depuis 3 ans, nous avons eu un médecin toutes les semaines dans tous nos centres de santé. Alors, donc, ça fonctionne, et on ne leur a pas tordu ça fonctionne tellement. Ça, j'ai compris qu'il fallait pas tordre le bras des médecins. Ça fonctionne tellement, Corinne Imbert, que ça vous a inspiré, cette initiative Médecins solidaires. Oui, tout à fait. Donc, c'était une proposition de loi... pour les médecins qui s'installent dans les zones très denses, où il y a déjà beaucoup de médecins, ils doivent s'engager à aller une semaine dans le Lot-et-Garonne, par exemple. Pas une semaine, mais à temps partiel, exercer à temps partiel, à proximité de chez eux, là où il y a des besoins. Et je trouve que c'est une bonne chose. Je reviens juste sur l'idée des zones rurales. Souvenez-vous ce qu'a dit tout à l'heure Martial sur l'attachement des étudiants en médecine qui finissent et qui ont
pour partie envie de s'installer pas trop loin de leur terre d'origine, j'allais dire. Dans la proposition de loi que j'ai déposée fin juillet sur la formation en santé, on souhaite généraliser l'expérimentation. Alors, en tout cas, élargir l'expérimentation à l'échelle nationale de l'option santé en lycée. Ça, c'est pour dire à des jeunes lycéens, si vous avez envie, osez les études en santé, et parce que à long terme, à la fin de leurs études, ils auront peut-être envie aussi de s'installer en zone rurale. Je pense que c'est un tout. C'est une multitude d'actions, de décisions politiques, de choix politiques qu'on peut mettre dans la loi et qui peuvent demain apporter un plus en matière d'accès aux soins. Alors en attendant, dans les déserts médicaux, certains doivent se contenter d'une médecine itinérante. C'est ce qu'on peut appeler, c'est ainsi qu'on peut appeler cette initiative dans le Lot-et-Garonne. On y est retourné, où eh bien, certains patients doivent se contenter de ce qu'on appelle un médicobus. Regardez de quoi il s'agit. Depuis le mois d'avril, une solution se dessine à Beauville. Un médicobus, cabinet médical sur roue, s'installe tous les 3 mois sur la place du village, comme une quinzaine dans toute la France. Vous avez votre carte vitale ? Toute une équipe médicale accueille les patients. Une secrétaire, une infirmière... Le médecin va venir vous chercher. Et bien évidemment, un médecin. Un véritable soulagement pour les patients. Rien à me signaler depuis la dernière fois, il n'y a pas eu de... Lors de son premier passage, ils étaient 22 à faire la queue devant le médicobus. Bon, enfin, lui, il tourne normalement, c'est déjà pas mal. Ah oui, mais moi, je ressens. Le médicobus n'a pas vocation à fournir un médecin traitant. Mais il apporte une présence rassurante aux Beauvillois. C'est difficile de commencer par la seconde. Quand le médicobus est arrivé, j'étais soulagée. On pouvait consulter un médecin, on pouvait faire ses ordonnances. Voilà, c'était quand même un pas en avant, quoi. En attendant peut-être un médecin un jour. Allez, vous avez dit de vite, madame. Je vais vous renouveler votre traitement et puis voilà. À 76 ans, le docteur Yves Mercier n'aurait jamais imaginé sortir de sa retraite pour combler un tel vide. Voilà, madame. Oui. Ouais, quand je me suis installé en 78, donc il y a bien longtemps, et en 78, on avait des médecins partout et trop de médecins. Et donc, il était même difficile de trouver un endroit pour s'installer où on pouvait assurer un travail confortable, quoi. Il n'imaginait pas non plus se retrouver face à de tels renoncements aux soins. Forcément qu'on peut rencontrer des hypertensions, par exemple, très sévères, qui n'ont jamais été diagnostiquées, et pour qui pour ces gens-là, c'est évident que c'est un peu dommage d'avoir attendu, on ne sait d'ailleurs combien de temps, pour se rendre compte de leur pathologie. On leur apporte petite parenthèse là, dans leur désert. Pour vous, c'est pas une solution pérenne ? Bien sûr que non, puisque déjà, on n'est pas toujours au même endroit. D'autre part, on n'assure pas les urgences, on assure... non, c'est juste un petit pansement. Un pansement à 200 000 €, financé pendant 3 ans par l'État. Martial Jardel, votre regard sur ce médicobus, quand on n'a rien, c'est mieux que rien, notamment par exemple pour le dépister des maladies graves? Oui, je suis partagé, j'ai 2 regards. D'abord, le docteur Yves Mercier et tous ces médecins qui sont retraités et qui s'engagent de cette manière, c'est remarquable. Et toutes les CPTS et tous les professionnels qui ont utilisé ces dispositifs pour monter des projets, c'est remarquable et bravo à eux. Mais d'un point de vue politique publique, si on dézoome un peu, les médicobus, mais c'est une aberration. Dépenser 200 000 €, 200 000 € pour un véhicule qui, dans 10 ans, est à la casse, qui va dans des villages de 500 habitants. Excusez-moi, mais un village de 500 habitants, c'est normal qu'il n'y ait pas de médecin. C'est pas dans les villages de 500 habitants qu'il y a des médecins, c'est dans les petits pôles de 1500, 2000 habitants, les chefs-lieux de canton. L'offre de soins, elle doit se structurer, s'organiser dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des structures où on coordonne, où on attire les jeunes. Et donc c'est cosmétique. L'image est jolie, le reportage est joli. Mais en termes de politique publique, pour moi, les médicobus, c'est vraiment n'importe quoi. Corinne Imbert, il y en a une quinzaine de médicobus. Est-ce que c'est pas acté ?
une médecine à deux vitesses. Allez, on vous donne un médicobus et puis ça va vous calmer. Oui, voilà, c'était une décision politique. L'annonce de 100 médicobus, un par département. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, franchement? Et effectivement, ça coûte aux collectivités parce que de toute façon, c'est pas assez financé. Donc c'est du gaspillage. Après, oui, pour la patiente qui est prise en charge, écoutée par le médecin retraités, vous avez vu, il faut en plus s'appuyer sur des médecins retraités qui donnent de leur temps pour faire fonctionner le système. Donc voilà, je pense qu'il faut mieux se concentrer sur la façon dont on peut avancer pas à pas, et on avance pas à pas. Il y a quand même des choses positives qui se mettent en place pour améliorer l'accès aux soins. Je pense que ce sera plus utile, voilà. Plus de médecins, plus de volontariat, voici la clé peut-être pour essayer de redonner l'accès aux soins à tous les Français. Plus de médecins, bien sûr. Le développement, il ne faut pas l'oublier, de la coopération entre professionnels de santé. Mettre les pharmaciens dans le jeu pour qu'ils puissent eux aussi faire les pharmaciens, mais les infirmiers aussi, bien sûr, qui sont peut-être, pas tous, mais une grande partie les derniers professionnels qui vont chez les patients. Il y a encore des médecins généralistes qui y vont, mais de moins en moins, notamment en milieu rural. Et je pense que voilà, ce sont des professionnels qui travaillent ensemble au service des patients, et ça, c'est important. Merci de nous avoir éclairé sur la façon de lutter contre ces déserts médicaux. Je rappelle votre initiative, docteur, si on veut exercer en zone rurale, médecin solidaire. Si vous n'avez pas de médecin traitant, vous avez l'annuaire Amélie. Merci d'avoir participé et nous avoir suivis pour cette première émission de Et la santé, ça va, qui est disponible sur la plateforme publicsena.fr. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro sur Public Sénat. À bientôt. Prévention, solidarité, accès aux soins, innovation. C'était Et la santé, ça va? Avec la Mutualité française.